Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous reviens pour la deuxième partie de la présentation de mes lectures pour le mois de juillet. Je vous ai filmé la première partie tout à l'heure. Pour filmer la deuxième partie, j'attendais juste d'avoir fini un livre et c'est chose faite. Donc du coup, je viens vous présenter donc mes 7 lectures suivantes. Tout à l'heure, il y avait également 7 livres. Je vous mettrai le lien de la première partie de cette vidéo en barre d'informations. Et maintenant, je vous présente les 7 suivants. Donc il s'agit du coup des livres que j'ai lus entre le 13 et le 24 juillet, puisqu'il y a dedans les livres que j'ai lus pour le French Readathon, et après il y a les autres livres que j'ai lus. Donc je vais vous passer rapidement pour vous montrer tous les livres dont je vais parler dans cette vidéo, comme ça vous pourrez voir, s'il y a un livre en particulier qui vous intéresse, je vous oblige pas à regarder toute la vidéo, donc vous saurez à quel moment le situer dans la vidéo. Tout d'abord j'ai lu Le cycle des robots d'Isaac Asimov. Ensuite j'ai lu Croisière maudite de Preston and Child. Après j'ai lu Alcatraz contre les ossements du scribe, le deuxième tome de la série Alcatraz de Brandon Sanderson. Ensuite j'ai lu Victoria Rêve de Timothée de Fombelle. Puis j'ai lu La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Ensuite, j'ai lu Avant le labyrinthe, L'ordre de tuer de James Dashner, donc le préquel de sa série L'épreuve. Et pour finir, je viens donc de finir Je m'appelle Budo de Matthew Dix. Et autant vous dire que les 3 derniers livres que je vous ai présentés ont été vraiment des coups de cœur pour moi, mais je vais revenir là-dessus un tout petit peu après. Alors, tout d'abord, donc, on va commencer par le cycle des robots d'Isaac Asimov. Donc ici, c'est le premier tome. Comme je vous le disais dans ma vidéo bilan du French Readathon, c'est une lecture que j'ai bien appréciée. Donc Isaac Asimov a écrit vraiment les livres qui sont un peu les bases de la science-fiction. Ça faisait partie des premiers livres... l'un des premiers livres de la science-fiction, de manière générale dans les livres qu'il a écrits, voilà. Donc ici c'est le premier tome qui s'appelle tout simplement Les robots. En fait, donc c'est une série qui a en 6 tomes. Donc moi pour l'instant j'ai lu que le premier. Et dans le premier tome on va suivre une femme qui s'appelle Suzanne, qui a bossé toute sa vie pour l'US Robots en tant que robot psychologue. Donc en fait elle analyse la psychologie des robots qui sont créés donc, par la grande firme américaine qui produit des robots. Et en fait, vu qu'elle a bossé chez eux pendant très longtemps, elle a pu suivre les différentes générations de robots. Et donc, en fait, c'est un récit un peu sous la forme de mémoire dans lequel elle raconte un peu des nouvelles à chaque fois sur les différentes générations de robots, avec l'histoire d'un des robots de chaque génération en particulier. Donc du coup pour l'instant on rentre pas complètement dans l'histoire, dans le sens où pour l'instant c'est plein de petites histoires qu'on suit. Mon copain qui m'a donc prêté ce tome là et qui a les autres m'a dit que le deuxième tome était un peu pareil et qu'après seulement en fait l'histoire se lançait vraiment. Pour autant j'ai trouvé les nouvelles très sympas, il y en a certaines où j'aurais bien aimé en lire plus et en savoir plus, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc en fait, les robots sont fondés sur la base de 3 lois. Donc première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc voilà, c'est les 3 lois de la robotique, c'est vraiment donc, les 3 lois sur lesquelles sont fondés tous les robots. Et donc voilà, c'était un premier récit de nouvelles qui était intéressant. J'ai beaucoup aimé les différents robots qu'on a rencontrés et justement leur psychologie en quelque sorte. Donc voilà, ça m'a donné vraiment envie de lire la suite et du coup je la lirai très prochainement. Et donc j'ai mis un 4 sur 5 à ce premier tome. Voilà, je vérifiais ce que j'avais mis pour vérifier si j'avais rien oublié, mais j'ai rien oublié. Donc voilà, c'est un livre que je recommande fortement à tous ceux qui aiment la science-fiction, puisque c'est donc le point de départ de la science-fiction avec la série Fondation.
La série Fondation, moi j'ai lu les 3 tomes principaux, donc première Fondation, Fondation et Empire et seconde Fondation, qui était vraiment très très bon aussi, même si j'avais un peu moins aimé le 3e. Donc voilà. Ensuite, j'ai donc lu Croisière maudite de Preston & Child. Preston & Child est un duo d'auteurs américains qui écrit des thrillers, qui écrivent donc des thrillers ensemble. Un des deux est éditeur et l'autre est journaliste à la base, je crois. Mais en tout cas, oui, un éditeur et l'autre il est rédacteur en chef des publications du Muséum d'histoire naturelle de New York. C'est des livres qui sont vraiment très très bons en général. Moi pour l'instant tous ceux que j'ai lus d'eux m'ont plu, avec un coup de cœur tout particulier pour La Chambre des Curiosités. En général, leurs livres sont vraiment très très prenants. C'est toujours des thrillers et très souvent avec une petite ou plus grande, ça dépend desquels, part de fantastique dans l'histoire. Dans celle-ci, le fantastique était quand même assez présent. Donc dans ce tome-ci, on retrouve l'inspecteur Pendergast qui est un peu leur héros phare, même s'il n'est pas présent dans tous les livres. Et cet inspecteur Pendergast en fait est avec sa pupille Constance Green, qu'on a rencontrée plus tôt dans un de leurs autres livres. En fait, leurs livres, il y a un ordre, mais on n'est vraiment pas obligé de suivre l'ordre, donc on prendra quand même si on ne le suit pas. Mais en fait, il y a juste des références, des fois il y a marqué voir tel livre. Mais en soi, on peut quand même lire les tomes pas dans l'ordre. Je crois pas que j'ai commencé pour l'instant, moi j'en ai lu 3. Je crois qu'ils étaient dans l'ordre par rapport à l'histoire, mais je les ai pas tous lus, quoi. Parce qu'ils en ont écrit pas mal. Et donc dans ce tome-ci, en fait, c'est un objet mystérieux qui a été dérobé, sauf qu'en fait, il a été dérobé d'un monastère au Tibet et les moines ne savent pas en fait quel objet a été dérobé puisqu'ils ne l'ont jamais ouvert, sauf que c'est un objet qui est porteur d'une très grande malédiction. Et donc du coup, ils chargent l'inspecteur Pendergast, qui est un de leurs amis, de retrouver cet objet, et donc ça va l'emmener sur une croisière où il va se dérouler pas mal de soucis en rapport justement avec l'objet qui a été volé. Et donc voilà, c'était un très très bon livre avec un très bon suspense. J'ai mis un 4,5 sur 5. L'ambiance est très bonne et c'est très captivant. Le seul truc c'est que donc si vous n'aimez pas le fait que le thriller tombe dans le fantastique, et ben voilà, c'est ce qui arrive dans ce livre aussi. Après, malgré tout, c'est vraiment très très bon. Et d'ailleurs, le librairie journal à l'arrière a marqué un suspense claustrophobe et terrifiant, l'un des meilleurs thrillers de l'année. Voilà, à chaque fois, leurs livres ont toujours de très très bonnes critiques et c'est mérité. Ensuite, toujours pour le French Readathon, j'ai lu Alcatraz contre les ossements du script de Brandon Sanderson, qui est le 2e tome de la série Alcatraz. Je vous avais parlé du 1er tome dans la première partie de ce point lecture, donc à nouveau, je vous renvoie à cette vidéo. Donc dans ce 2e tome, on va continuer à suivre les aventures d'Alcatraz, qui est donc un jeune orphelin qui a des pouvoirs de destruction, qui en fait est très maladroit et qui casse beaucoup de choses. Il va s'avérer qu'en fait c'est un vrai pouvoir qu'il a. Et donc dans ce tome-ci, on va découvrir le reste de sa famille qu'on n'avait pas encore découvert dans le 1er tome, puisqu'on s'était arrêté à son grand-père, et qu'on avait vaguement évoqué ses parents. Donc dans ce tome-ci, on va découvrir les autres tomes. Oui, parce qu'en fait il est orphelin, mais pas complètement. En fait, voilà. Donc dans ce tome-ci, on va découvrir les autres personnages. Je trouve que l'histoire de celui-ci est mieux. Et que les nouveaux personnages qu'on découvre gagnent à être découverts. Après, par contre, le 1er tome était vraiment très bon dans le sens où on rentrait vraiment dans l'histoire avec la conspiration des bibliothécaires qui dominent le monde et qui font croire plein de choses. Et en fait, et donc du coup, je trouvais que pour ça, le 1er tome était vraiment très bon parce qu'il nous faisait rentrer complètement dans tout ça en même temps que le personnage le découvrait. Et du coup, c'était vraiment très intéressant. Dans ce 2e tome, du coup, il y a moins l'effet de surprise, mais l'histoire en elle-même m'a plus plu. Du coup, j'ai mis un 4 sur 5. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai oublié. Ça m'énerve. Oui, donc c'est des histoires, c'est des romans d'aventure fantastiques et drôles que je trouve très recommandés dès un assez jeune âge en fait. Je pense qu'ils peuvent vraiment beaucoup plaire parce que c'est vraiment très drôle et très sympa à lire. Ensuite, on passe au 4e livre, un 4e et tout petit livre, puisqu'il s'agit de Victoria Rêve de Timothée de Fontbelle. C'est un livre qui a
un peu fait parler de lui quand même, enfin, c'est surtout Timothée de Sondel en fait qui a pas mal fait parler de lui, notamment avec le livre de Perles, Toby Lowness ou encore Van Gogh qui sont des livres qu'il a écrits. Donc Victoria Rêve est également de lui, c'est un livre qui est très court, ici je l'ai en grand format, voilà, il fait 100 pages en fait. Et donc c'est l'histoire, c'est marqué dessus, Victoria voulait une vie d'aventure, une vie folle, une vie plus grande qu'elle. C'est ce que raconte cette histoire. Donc Victoria est une jeune fille qui ne veut pas grandir et qui est un peu dans son monde et dans ses rêves. Et, euh, et en fait, elle va un peu se lancer dans une petite aventure, ouais, une petite aventure, une petite balade plus, en compagnie d'un de ses amis qui s'appelle Joe. Et elle va découvrir pas mal de choses par rapport à son père. Et j'ai trouvé le personnage du père très attachant. Pour le coup, j'aurais bien aimé en savoir plus sur lui. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait des pages en plus pour pouvoir plus le connaître. Mais voilà, je peux pas trop vous en dire parce que vu qu'il est très court, sinon je vais vous raconter toute l'histoire. Mais voilà, c'était un livre très sympa que je recommande à pas mal de personnes parce il se lit très bien, il est adapté je pense à pas mal de lecteurs et donc il coûte, il coûte on s'en fiche, il est, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. D'accord, bon, je suis désolée. Donc c'est un livre qui est très court, il est sorti en format poche. Donc du coup il coûte pas très cher en format poche. C'est marqué dessus roman junior à partir de 9 ans, donc voilà. Et oui, c'est un livre très sympa et que je peux recommander à pas mal de personnes. Ensuite, j'ai lu, on arrive dans les coups de cœur, et ensuite donc j'ai lu La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. De Mathias Malzieu, j'avais déjà lu Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, que j'avais absolument adoré, qui avait aussi été un petit coup de cœur. À nouveau, c'est le cas, c'est un petit coup de cœur. C'est pas le livre de l'année, mais c'est un petit coup de cœur parce que c'est toujours une écriture, une poésie et en même temps un environnement très sombre. Et Mathias Malzieu me touche énormément m'a énormément touchée avec ces deux livres-là. J'étais vraiment hâte de lire les autres. Et donc, La mécanique du cœur a été adaptée en dessin animé par Mathias Malzieu lui-même sous le titre Jack et la mécanique du cœur. C'est sorti l'année dernière, vous l'avez peut-être vu. Et donc ça raconte la même histoire. Donc ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jack, qui va naître à Édimbourg en 1874, le jour le plus froid du monde. Et en fait, quand il va naître, son cœur va immédiatement geler. Et donc du coup, pour pouvoir continuer à vivre, la sage-femme va mettre une horloge en fait sur son cœur pour l'aider à fonctionner. Sauf que du coup, avec cette horloge, il faut faire attention, il y a des règles à suivre, là qui sont citées en tout début de roman. Donc premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Car alors pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau, tes os imploseront et la mécanique du cœur sera brisée de nouveau. Voilà, je trouve cette citation magnifique et je trouve qu'elle résume très bien ce livre. Après, pour ceux qui ont vu le film, le livre réserve quand même quelques surprises. Il est un petit peu plus adulte que le dessin animé. Je trouve que les réflexions sont plus poussées. L'histoire d'amour avec Miss Acacia aussi est plus poussée, puisqu'en fait ce petit garçon qui naît le jour le plus froid du monde et qui ne va donc surtout pas tomber amoureux, forcément va tomber amoureux d'une petite Andalouse qui s'appelle Miss Acacia. Et donc en fait il va partir donc d'Écosse pour rejoindre l'Andalousie afin de la retrouver. Mais voilà, donc c'est un vraiment très très beau conte qui m'a vraiment beaucoup plu. Et donc voilà, après pour ceux qui ne savent pas, Mathias Malzieu est le chanteur du groupe Dionysos et donc du coup c'est aussi lui qui s'est occupé de la musique du dessin animé Jack et la mécanique du cœur. Et donc voilà, ça m'a fait un petit coup de cœur parce que c'était une belle histoire qui était à la fois sombre et poétique et donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, après ça, en fait, vu que je pars en vacances et que j'aimerais emmener surtout des formats poche, je me suis dit qu'il était temps de lire les grands formats de ma bibliothèque. Et donc, pour l'instant, j'en ai lu 2. Tout d'abord, j'ai donc lu Avant le labyrinthe, L'ordre de tuer de James Dashner, que je repoussais un peu
sans cesse parce qu'à chaque fois je faisais passer d'autres livres avant. En fait, c'est très franchement parce que j'adore la série L'épreuve et que du coup, lire celui-ci, ça veut dire que j'ai fini. Parce qu'en fait, enfin non, parce que le préquel, donc ça c'est le préquel, sauf qu'il n'est pas fini, donc en fait le préquel va être en plusieurs parties. 2 et peut-être même 3, en tout cas 2 c'est sûr. Et, et voilà, mais donc bon, pour l'instant il n'y a que ça qui est sorti. Et donc ça veut dire que pour l'instant j'ai fini la série. Le préquel est assez particulier. Moi on m'avait prévenu, on m'avait dit que déjà on ne retrouvait pas forcément Thomas et Teresa qui sont les 2 personnages principaux de la série et que donc du coup il fallait s'attendre à ce qu'on ne les retrouve pas et ce qu'on n'en découvre pas forcément plus sur eux. Et par ailleurs, puisqu'en fait ce sont d'autres personnages qu'on va suivre tout au long du livre, et que par ailleurs ça ne répondait pas du tout à toutes les questions qu'on pouvait se poser sur cette série. Mais ça, on s'en doutait un peu, hein, voilà. Vu l'auteur et vu le nombre de mystères qu'il laisse, je pense qu'on pouvait un peu s'en douter. Il y a eu un peu bizarre, je suis désolée. Donc, du coup, j'ai attaqué ce livre en sachant cela, et laissez-moi vous dire que malgré ça, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Je place ce tome vraiment au niveau du 2e livre qui avait été mon préféré, puisque c'est aussi celui avec lequel il se ressemble le plus, dans le sens où en fait donc on a juste le prologue et l'épilogue en fait qui parlent de Thomas et de Teresa, et tout le reste du livre, donc en gros les 330 autres pages, eh bien on nous parle de d'autres personnages, principalement donc de Marc et Trina. En fait on les retrouve à 2 époques en parallèle, puisque si vous avez vu ou lu Le Labyrinthe, vous savez qu'à la fin, on nous dévoile le fait que la Terre a tout d'abord été frappée par des éruptions solaires avant de connaître une vague d'un terrible virus qui a tué à nouveau beaucoup de personnes. Ce terrible virus étant arrivé 1 an après. Donc Marc et Trina, avec d'autres amis à eux avec qui ils sont, donc Alec, Lana, le crapaud, Misty... et d'autres personnages, en fait, eux ont survécu à ces éruptions solaires et ils se sont regroupés ensemble et ont réussi à survivre. Sauf qu'1 an après, le virus arrive et cette fois-ci, maintenant, ils doivent fuir le virus. Donc c'est en ça que ça m'a fait penser à La Terre brûlée, puisqu'en fait, pareil, il y a une sensation de fuite, une fuite avec une espèce de course contre la montre. Et à nouveau, en fait, il y a aussi le fait qu'ils sont du coup entourés de beaucoup de personnes qui sont touchées et que donc du coup ils sont un peu seuls contre tout le monde, et ça rappelle un peu quand Thomas et tous les autres courent à travers la terre brûlée et doivent fuir les fondus. Ça rappelle un peu cette histoire-là. Donc en fait on va suivre donc l'histoire de leur fuite du virus, mais également l'histoire de la survie par rapport aux éruptions solaires à travers les cauchemars que fait Marc, qui est donc en fait vraiment le personnage qu'on suit. Et j'ai trouvé que ce tome était extrêmement bon, qu'il était vraiment très très prenant et très captivant, et que vraiment c'était un excellent roman post-apocalyptique en lui-même. Voilà. Et après, le seul truc que je dirais quand même, c'est que c'est extrêmement sombre et extrêmement violent. Il y a énormément de scènes de bagarres qui sont très violentes, ce qui s'explique aussi par le besoin de survivre et le fait que le virus rend les gens fous. Mais il n'empêche que ça peut être un peu difficile du coup pour un public un peu jeune, comme La Terre brûlée était assez difficile dans le sens où comme là, James Dashner est vraiment pas très sympa avec ses personnages, hein, il les malmène. Et d'ailleurs, autant vous dire tout de suite, vaut mieux pas trop s'attacher aux personnages de ce tome-ci parce que le taux de survivants à la fin est vraiment très 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 faible. Mais voilà. Mais après, j'ai trouvé que c'était un très bon livre, et tous ceux qui ont aimé la série... L'épreuve, je pense qu'ils peuvent apprécier ce livre à partir du moment où ils le prennent vraiment comme une histoire qui s'est passée à la même période, qui s'est passée dans le même monde à ce moment-là. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir vraiment en soi un avant l'histoire, parce que on ne va pas retrouver les mêmes personnages, etc. Pas dans ce tome-ci en tout cas. Donc bon voilà, il faut le savoir.
Mais après, moi j'ai trouvé que c'était un excellent roman post-apocalyptique en soi et que c'était vraiment très prenant. Donc voilà, du coup pour moi ça a été un coup de cœur et je lui ai mis un 5 sur 5 malgré la violence qui était vraiment très 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 présente. Et s'il y avait un point qui pouvait un peu faire descendre ma note, ce serait ça. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu et que je viens donc de finir il y a à peu près 1 heure, on va dire, il s'agit de Je m'appelle Budo de Matthew Dix. C'est un roman qui a été énormément recommandé par Mallory de la chaîne Mallory Dance Books, qui en a parlé comme de la 8e merveille du monde, à peu près autant que moi je vous parle de Brandon Sanderson, on va dire, c'est pour dire, à l'époque où elle l'avait lu, parce que c'est vrai que c'est un livre extrêmement touchant. Donc bon, voilà, le titre exact. Je m'appelle Budo, je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans. C'est lui qui m'a inventé, c'est ainsi que je suis née. Donc voilà, en fait on va suivre l'histoire de Budo, qui est donc un ami imaginaire. Donc les amis imaginaires sont créés souvent par les enfants, dans ce livre aussi. Et par des enfants en fait qui souvent ont un manque à combler. Et donc en l'occurrence, Max, qui a créé Budo, c'est un enfant qui est un peu particulier dans le sens où il est... on suppose qu'il est atteint d'une maladie, d'un désordre psychique, mais on ne sait pas quoi exactement. C'est un petit garçon qui déteste tout ce qui va changer des habitudes, qui n'aime pas le contact avec les autres, etc. Et en fait, donc du coup, il a créé Budo pour lui tenir compagnie, tout simplement. Souvent, les amis imaginaires ne ressemblent pas à grand chose, sauf que Budo a été créé de manière vraiment très réaliste. Et en plus de ça, souvent les amis imaginaires ne durent pas très longtemps. Certains ne vivent que très peu de temps, puisqu'en fait, ils ne vivent que tant que la personne qui les a créés croit en eux. Et à partir du moment où l'enfant arrête de croire en son ami imaginaire, son ami imaginaire n'existe plus. Et donc du coup ça fait que beaucoup d'amis imaginaires ne vivent pas très longtemps, sauf que Budo ça fait déjà 5 ans qu'il est là, c'est aussi lié justement au caractère de Max. Et en fait donc dans ce livre il faut savoir que les amis imaginaires en fait ne peuvent parler qu'avec l'enfant qui les a créés et avec les autres amis imaginaires, mais ils ne peuvent pas s'adresser aux autres personnes, ils ne peuvent pas non plus déplacer ou intervenir dans le monde réel, dans le sens ils ne peuvent pas écrire quelque chose, ils ne peuvent pas ouvrir une porte, etc. Et en fonction en fait de ce que l'enfant a imaginé, l'ami imaginaire a plus ou moins de compétences. Donc voilà, et dans ce livre, on va suivre du coup cette histoire autour de Budo et Max, qui sont 2 personnages très touchants. Et en fait, Max va se faire enlever. Et sauf que Budo est là quand ça arrive et qu'il veut à tout prix sauver Max. Il veut à tout prix sauver Max, et sauf qu'il a du mal à trouver comment faire, parce que donc justement il peut pas intervenir dans la vie réelle, il peut pas communiquer avec les autres personnes que Max. Et donc du coup c'est difficile pour lui, mais il veut tout faire pour sauver son ami. C'est ce que raconte cette histoire qui a vraiment été... ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai trouvé que c'était une très très jolie histoire. J'ai pleuré. Mais voilà, c'était vraiment un très bon livre qui était très touchant et qui moi m'a beaucoup plu. Donc voilà, voilà. Je comprends l'avis de Mallory Dance Books et je comprends qu'elle le recommande, puisque voilà, moi aussi je le recommande. C'est un très très bon livre et c'est une histoire qui est très touchante. Donc voilà, sur ce, j'en ai fini avec cette deuxième partie de mon point lecture. Pour la fin de mes lectures du mois, en fait, je serai en vacances puisque je pars samedi 25, donc demain. Et j'essaierai peut-être de filmer en vacances. Et puis après, je vous publierai cette vidéo. Par contre, après, pendant le mois d'août, pendant une grosse partie du mois d'août, je serai en vacances et je pense pas que je pourrai filmer ou poster des vidéos. Donc si j'ai le temps d'en enregistrer d'ici là, je les mettrai pour qu'elles soient publiées automatiquement, une de temps en temps. Mais je peux rien vous garantir, mais dans tous les cas, après, je vous ferai une vidéo bilan. Donc voilà. Donc sur ce, j'en ai fini. Je vous laisse. Je vous souhaite à nouveau de très bonnes vacances, de très bonnes lectures, et puis je vous fais des gros bisous. Salut!